Dana Plato, star de la télévision à 12 ans, est décédée samedi d'une surdose médicamenteuse. Dans les années 80, Dana Plato a séduit le cœur des Américains en interprétant Kimberly Drummond dans la série Arnold et Willie. Dana était l'une des plus jolies filles de la télé. Cette star née a su crever l'écran. Ce petit je ne sais quoi en plus, elle l'avait. Mais le glamour d'Hollywood cache une plus sombre histoire. Tout a dégénéré pour elle. Elle est montée haut et elle s'est effondrée. Dana a sombré dans l'univers de la toxicomanie. On pensait que ça nous aiderait. On ne se doutait pas que ça détruirait nos vies. Et des scandales crapuleux. J'ai braqué un vidéoclub en état d'ivresse. C'est un conte de fées qui a viré au cauchemar le plus sordide. Jusqu'à toucher le fond. Je suis malade, j'ai besoin d'être soignée. En mai 1999, Dana Plato meurt à Moore, dans l'Oklahoma. Elle n'est âgée que de 34 ans. Sa mort reste entourée de mystères. Le certificat de décès de Dana Plato stipule qu'elle est morte d'une overdose à de multiples substances. Officiellement, sa surdose médicamenteuse a été considérée comme un suicide. Mais de nombreuses personnes jugent sa mort accidentelle et doutent de la thèse du suicide. Je veux me pencher sur les derniers jours de Dana Plato pour établir si cette jeune mère, qui semblait avoir tant de raisons de vivre, a réellement voulu mettre fin à ses jours. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a réalisé plus de 5000 autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Lorsque Dana Plato est décédée, la presse a largement parlé d'une surdose accidentelle. Mais à la publication du rapport d'autopsie, sa mort a été requalifiée en suicide. Depuis, ce qui s'est réellement passé demeure sujet à spéculation. Je vais analyser la vie de Dana jusque dans les moindres détails. Je m'appuierai sur son rapport d'autopsie comme sur des témoignages de proches, afin de faire toute la lumière sur la mort de cette star de 34 ans. 6 novembre 1997, studio CBS de Los Angeles, Californie. 18 mois avant sa mort, Dana s'apprête à entrer en plateau pour une interview télévisée. Divorcée depuis 8 ans, elle ne voit que rarement Tyler, son fils de 13 ans, qui vit avec son père. 11 ans ont passé depuis la fin de la série Arnold et Willie, et Dana espère relancer sa carrière en jouant dans un épisode de retrouvailles aux côtés de ses anciens partenaires, Gary Coleman et Todd Bridges. Quand Dana nous a revus, c'est comme si elle venait d'être réunie avec ses deux frères. On s'entendait tous les trois à merveille. Je considérais Dana comme une sœur. C'était une véritable amie. À l'affiche de 2 films cette année-là, Dana tente de renouer avec le succès et cherche de nouveaux engagements. Elle comptait se reprendre et faire repartir sa carrière. Vous semblez à peu près du même âge. Vous l'avez déjà regardé comme ça? Dana, t'es pas mal. Jamais. Moi aussi. Et Todd aussi. Vraiment? Évidemment. Vraiment? Moi aussi. Ne me laissez pas de côté quand même. Dans cette apparition à la télévision, 18 mois avant sa mort, Dana me semble enjouée, joyeuse. Et pour autant qu'on puisse en juger, loin de vouloir se suicider. Elle semble aussi en bonne santé physique. Le rapport d'autopsie précise que ses organes vitaux sont en bon état. Et d'autres indicateurs suggèrent qu'elle était en bonne santé. Je dois découvrir s'il est réellement possible qu'elle ait voulu se suicider. Si Dana a bien mis fin à ses jours, comme l'affirme le rapport d'autopsie, alors je dois comprendre ce qui s'est passé au cours des 18 mois suivants pour que sa vie prenne une direction aussi tragique. Dana Michelle Plato naît en 1964 à Maywood, en Californie.
Sa mère biologique, une jeune fille de 17 ans du nom de Linda Strain, n'est pas en mesure de l'élever. Quant à son père biologique, il refuse de la reconnaître. Dès sa naissance, Dana a eu le sentiment qu'on ne voulait pas d'elle, puisqu'elle a été abandonnée et placée en adoption. Kay et Dean Plato adoptent Dana alors que celle-ci n'a que 3 jours. Mais moins de 3 ans après, les parents adoptifs de Dana divorcent et son père quitte sa vie. Dana a vécu toute une série d'événements qu'aucun enfant ne devrait vivre. Suite au divorce, sa mère adoptive Kay couvre d'affection la jeune Dana. Kay n'a pas eu besoin de la mettre au monde pour l'aimer. Il y avait une grande complicité entre elles. Elles passaient leur temps à rire et à s'amuser. Elles faisaient tout ensemble. Kay était le roc sur lequel s'appuyait Dana. Très jeune, Dana fait preuve d'une grande prédisposition pour la comédie, si bien qu'à 7 ans, Kay décide de la présenter à un casting de publicité. C'est le début de sa carrière sur le petit écran. Dana a enchaîné les publicités. Et on comprend facilement pourquoi. Elle avait cette allure bien propre sur elle d'américaine typique. Quand Dana se présentait pour une audition, toutes les autres mères de petites actrices se disaient « D'accord, c'est fichu ». Dana avait beaucoup tourné dans des publicités et dans des films. Mais Dana est bientôt confrontée à un choix difficile. Dana était aussi une patineuse artistique très douée. Certains pensaient même qu'elle avait des chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais c'était incompatible avec une carrière d'actrice. Alors sa mère a décidé très tôt qu'elle s'en tiendrait à la comédie. En 1978, Dana a 12 ans, lorsque se présente une opportunité qui va bouleverser sa vie. Elle auditionne pour jouer le rôle de l'adolescente Kimberly dans une nouvelle sitcom appelée Arnold et Willy. J'avais déjà vu plein d'autres filles, mais quand Dana est entrée, la pièce s'est illuminée. J'ai su que c'était Kimberly, et elle a eu le rôle. La série à succès met en scène un veuf fortuné qui adopte 2 frères, Arnold et Willy. Ça a été la toute première série télé dans laquelle on pouvait voir 2 enfants noirs et 2 personnes blanches se montrer des signes d'affection et se dire qu'ils s'aimaient. C'était inédit à la télévision. Dana devient la sœur idéale de l'Amérique, elle qui joue dans l'une des séries les plus emblématiques des années 80. Ce petit je ne sais quoi en plus qui fait toute la différence, elle l'avait. 6 novembre 1997, 18 mois avant la mort de l'actrice. Les célébrations vont bon train dans les coulisses de l'émission Sinbad Show, où les anciens acteurs de la série Arnold et Willy lèvent leur verre au bon déroulement de leur apparition télévisée. Des témoignages m'indiquent que Dana était régulièrement au contact de l'alcool, du fait de sa vie hollywoodienne. L'alcool affecte l'équilibre chimique du cerveau en modifiant la concentration des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui transmettent les signaux régissant nos pensées, notre comportement et nos émotions. À long terme, la dépendance à l'alcool accentue les tendances dépressives et suicidaires. Il reste maintenant à savoir si Dana a abusé de l'alcool au cours de sa vie. À seulement 14 ans, Dana commence à récolter les fruits du succès d'Arnold et Willy. Mais incarner l'adolescente idéale de l'Amérique fait peser sur ses épaules un poids énorme. À l'époque, aucun d'entre nous n'avait anticipé la pression qu'entraînerait notre position. On n'avait pas le droit de commettre d'erreurs. On devait s'efforcer d'être parfait. Ce n'est pas possible d'attendre autant d'un enfant. À l'approche de la vingtaine, Dana boit régulièrement pour endurer le stress. Dana s'est réfugiée dans l'alcool. L'alcool était là pour lui servir d'ami, pour lui tenir compagnie et pour la rassurer. Son penchant pour les addictions semble l'avoir très tôt poussée à l'abus. Au cours des 5 années suivantes, Dana flirte de plus en plus avec l'alcoolisme. Comme elle l'a elle-même confié, ce sont mes problèmes émotionnels qui ont permis à l'alcoolique en moi de voir le jour. Dana était alcoolique. Elle avait des problèmes. Elle se servait de l'alcool pour remédier à ses problèmes. Au pire de sa dépendance, Dana affirme boire 3,5 litres de vodka par jour.
Je n'arrêtais pas de boire, encore et encore et encore et encore. En 1991, l'alcoolisme de Dana est associé à l'un des épisodes les plus tristement célèbres de sa vie, lorsque la jeune femme de 26 ans entre dans un vidéoclub de Las Vegas. Dana exhibe un pistolet à grenaille et exige qu'on lui remette l'argent de la caisse. Elle a sorti une arme et elle a dit « Je veux l'argent ». Je l'ai reconnue et je lui ai dit « C'est une blague ?» Et elle m'a dit « J'ai l'air de blaguer en pointant l'arme ?» Elle a pris 164 $ dans la caisse d'un vidéoclub. Dana est vite arrêtée. C'était pas bien difficile de la retrouver. Qui a fait le coup? L'actrice d'Arnold et Willy. Tout le monde savait qui elle était. On a compris que c'était un appel à l'aide. Suite au braquage, Dana suit un programme de sevrage alcoolique. Elle affirmera jusqu'à la fin de sa vie avoir renoncé pour de bon à la boisson, mais ses amis n'en sont pas si sûrs. Selon moi, elle buvait encore. Les producteurs s'en doutaient. Dana disait ne pas avoir bu en 10 ans. Mais quand on examine la chronologie de sa vie, on s'aperçoit qu'il lui est arrivé un grand nombre de mésaventures, qui ne concordent pas avec l'abstinence de 10 années à laquelle elle dit s'être tenue. Je vois que Dana a largement abusé de la boisson depuis l'adolescence et qu'elle se qualifiait elle-même d'alcoolique. Mais en examinant son rapport toxicologique, je me rends compte qu'il n'y avait pas d'alcool dans son organisme au moment de sa mort. Même si elle ne buvait plus à la fin de sa vie, Dana a connu des périodes de consommation chronique d'alcool, ce qui augmente le risque pour une personne de tomber dans la dépression. Pour évaluer la thèse du suicide, je suis obligé de prendre en compte ce facteur. La boisson a pu contribuer à aggraver son état, mais je ne crois pas que les problèmes que Dana a connus avec l'alcool suffisent à affirmer qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Mais le Dr Hunter a découvert dans le rapport d'autopsie de Dana des informations choquantes qui témoignent d'un passé sombre et troublé. Février 1999. Camping de Magnolia Beach en Floride. Moins de 3 mois avant la mort de Dana. L'actrice vit dans un camping-car avec son nouveau fiancé, Robert Menchaca, qui lui a demandé sa main 6 mois seulement après le début de leur relation. Robert Menchaca était plus jeune qu'elle. Il travaillait dans la construction. Pour elle, c'était l'amour fou. Dana dit être bien dans sa tête et prend de nouveaux engagements professionnels, notamment une tournée au sein d'une compagnie théâtrale. Dana avait beaucoup d'espoir quant à la suite de sa carrière. Et je partageais son état d'esprit. Elle était décidée à renouer avec le succès qu'elle avait connu. À en croire ses propres déclarations, Dana se tournait vers l'avenir. Elle ne montrait aucun signe de désespoir pouvant faire penser qu'elle était suicidaire. Mais des signaux d'alerte suggèrent qu'elle aurait été aux prises avec des pensées suicidaires plus tôt dans sa vie. Dans le rapport d'autopsie de Dana, j'ai remarqué qu'il y avait sur la face antérieure de son corps 2 cicatrices au niveau de son poignet droit. Ces cicatrices peuvent renvoyer à une automutilation indiquant une tentative de s'ouvrir les poignets. La face antérieure du poignet comporte 2 artères majeures. Tranchées, elles peuvent causer une grave hémorragie et la mort. Je n'en sais pas davantage sur l'origine de ces cicatrices, mais j'ai été mis au courant d'un signe plus manifeste d'appel à l'aide. En 1979, Dana a 14 ans. Son rôle dans Arnold et Willy va bientôt propulser sa carrière. Mais derrière les apparences, tout n'est pas rose. C'était un dimanche, j'étais passée lui rendre visite. Dana était au rez-de-chaussée. Elle avait invité des camarades de classe. Elle est allée dans les toilettes qu'il y avait à côté. Elle a pris toute une poignée de comprimés. Elle les a avalés avec de l'eau. Dana a ingéré une quantité dangereuse de comprimés appartenant à sa mère. Elle s'écroule au milieu de ses amis. Ses amis ont crié « Dana, Dana, à l'aide, à l'aide ! Elle a pris des cachets !»
Ses amis et sa famille appellent les secours et Dana finit par être conduite aux urgences. Ça a été très dur. C'était un jour horrible. Le médecin légiste a noté que Dana présentait des signes témoignant de comportements suicidaires passés. Sa surdose volontaire à l'âge de 14 ans ne constituait donc pas un incident isolé. Des tentatives de suicide passées constituent l'un des meilleurs signes prédictifs de futurs comportements suicidaires. Cela pourrait indiquer que Dana s'est trouvée plus à même de mettre fin à ses jours à l'âge de 34 ans. Le rapport toxicologique de Dana révèle en outre la présence d'une substance dont la consommation excessive peut elle aussi augmenter les risques de suicide, le diazépam. Le diazépam est un médicament de la famille des benzodiazépines qui agit sur le système nerveux central et possède des propriétés à la fois sédatives et anxiolytiques. La consommation prolongée de diazépam peut cependant conduire à une situation de dépendance et d'addiction. Et bien sûr, plus les doses prises sont élevées, plus les chances de surdose et de suicide le deviennent aussi. Dana a-t-elle eu une dépendance prolongée à cette substance addictive? Et si oui, pourquoi? En 1981, Dana a 16 ans et le succès d'Arnold et Willy a désormais fait d'elle une star. L'attention du public est désormais braquée sur elle, d'autant plus qu'elle s'engage dans une nouvelle relation. Dana a vécu une idylle avec Lenny Lambert, un guitariste de rock. Le couple se marie un an plus tard. Leur unique enfant naît l'année suivante, en 1984. Dana était folle de son fils. Et je suis persuadée que l'inverse était tout aussi vrai. Ce petit garçon était en adoration de sa mère. Quand Dana est tombée enceinte, je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle aurait enfin quelqu'un qui l'aimerait vraiment. Mais estimant que la grossesse de Dana ne cadre pas avec l'image de jeune fille sage de Kimberly dans la série, la production décide de mettre fin à son contrat. La série était un formidable exutoire pour Dana. Elle a vécu son renvoi comme un arrêt de mort. Ça l'a détruite. Ce rôle était son moyen de rester heureuse ou d'entretenir un bonheur fictif. Dana n'est plus l'adolescente préférée des Américains. Alors qu'elle tente à tout prix de donner un nouveau départ à sa carrière, elle subit un coup dévastateur. Kay, la mère de Dana, était atteinte de sclérodermie, une maladie qui rigidifie la peau et les vaisseaux sanguins. Kay décède alors que Dana a tout juste 23 ans. Dana a été très durement touchée par la mort de sa mère. Elle s'est sentie seule au monde. Mais pour Dana, la série noire ne s'arrête pas là. La semaine du décès de sa mère, son mari Lenny décide de la quitter. Dana sombre alors dans l'alcool et dans les drogues. Au terme de plusieurs mois de réflexion, elle décide de renoncer à la garde de son fils Tyler, estimant que Lanny pourra lui offrir une plus grande stabilité. Non seulement elle a perdu sa mère, mais elle a perdu toute sa famille. Et n'oublions pas qu'à ce moment-là, elle ne jouait déjà plus dans Arnold et Willy. Son métier, la seule chose dans laquelle elle excellait, lui a aussi été retiré. Les témoignages sur la vie de Dana m'indiquent qu'à 25 ans, elle avait déjà été confrontée à bon nombre d'événements traumatiques. Pour autant, je n'ai trouvé aucun document indiquant qu'on lui aurait prescrit du diazépam durant cette période de sa vie. Et je me suis rendu compte que tout a changé au début des années 90. Dana a maintenant 27 ans. Le succès d'Arnold et Willy est loin derrière elle, et elle survit en enchaînant les engagements sans lendemain à Las Vegas. Ça a détruit son image d'elle-même et son équilibre émotionnel. Quand vous avez l'impression qu'on vous a pris tout ce que vous aviez, vous devenez prêt à faire n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Dana. Dana commence alors à abuser du Valium, le nom commercial du diazépam. On m'a aiguillée vers un psychiatre qui m'a mise sous Valium. J'en ai pris et je suis très vite devenue accro. L'addiction de Dana au diazépam encourage chez elle un comportement plus extrême.
Elle a volé un carnet d'ordonnances avant de falsifier la signature d'un médecin et de se rendre dans une pharmacie pour retirer 1 millier de cachets de Valium. C'est ce qui a conduit à son arrestation. J'ai besoin d'aide. Je suis malade. J'ai vraiment besoin d'aide. Dana bénéficie d'une suspension de sentence et intègre un nouveau programme de sevrage. Quand vous êtes sous la dépendance des drogues ou de l'alcool, vous faites des choses qui ne sont pas dans votre nature. Et les personnes ayant une addiction devraient pouvoir se faire aider. Mais Dana Plato semble n'être jamais totalement parvenue à surmonter sa dépendance au diazépam. Le rapport d'autopsie de Dana indique une concentration élevée de diazépam dans le sang, ce qui suggère qu'elle en consommait toujours. Son usage prolongé et très excessif de cette substance a pu augmenter son risque de surdose. Je ne peux donc pas écarter ce facteur des causes de sa mort. Et j'ai découvert dans le rapport d'autopsie de Dana un autre élément susceptible d'avoir eu un impact majeur sur son état d'esprit au cours des jours précédant sa mort. Un dangereux cocktail médicamenteux aurait-il pu modifier le psychisme de la jeune femme au point de la pousser au suicide? Officiellement, la mort de Dana Plato est un suicide, mais certains doutent de cette version. Dana semblait avoir trop de raisons de vouloir rester en vie, comme son fils, son fiancé, et de nouvelles perspectives professionnelles. Alors pourquoi et comment se serait-elle suicidée? Je vois dans son rapport toxicologique qu'elle a été testée positive à la benzoylecgonine, une substance produite dans le foie par le métabolisme de la cocaïne et détectable lors des contrôles antidopage urinaires. La cocaïne a-t-elle pu affecter son état mental? Et a-t-elle joué un rôle dans son supposé suicide? 6 mai 1999, hôtel Novotel de Times Square à New York. 2 jours avant la mort de Dana. Après 10 ans à vivre dans l'ombre de son succès passé, Dana tente de relancer sa carrière. Elle a été envoyée à New York par Shane Bugbee, un producteur de spectacle, qui l'a inscrite à un festival indépendant prévu 2 semaines plus tard. T'as lu le contrat? Je suis sûre qu'il est parfait. Je te fais confiance de toute façon. Shane demande à Dana de venir au micro de Howard Stern le lendemain matin. Pour convaincre Dana de faire l'émission de Howard Stern, je lui ai offert une somme d'argent. Mais je lui ai surtout dit que c'était l'occasion pour elle d'être elle-même, de se présenter davantage comme une adulte et d'accéder à de nouvelles opportunités. Elle a récemment fait la une d'un tabloïd américain affirmant qu'elle avait consommé de la cocaïne, ce qu'elle entend démentir. Elle s'est d'abord montrée très réticente à l'idée d'aller chez Howard Stern. Mais du fait de cette polémique qui portait préjudice à sa carrière, cette émission radio pouvait au contraire lui permettre d'améliorer son image. Je suis content de savoir que t'es à l'hôtel. Oui, je suis dans ma chambre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On a discuté de la tenue qu'elle allait porter pour l'émission. Je me suis acheté une petite robe d'été. Mais la coupe est très simple. C'est pas une robe trop aguichante, rien de ce genre. Je voulais porter quelque chose qui reste sobre, tout en étant sexy. Ouais, ça va de soi. Sexy mais respectable. Évidemment. Dana devra être solide mentalement pour endurer cette interview. Quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait faire l'émission de Howard Stern, je m'y suis opposée. Si j'avais pu, j'aurais appelé Howard Stern pour lui dire de ne pas l'inviter. J'aurais tout fait pour empêcher Dana d'y aller. Tout. L'animateur sulfureux lui parlera à coup sûr de sa cocaïnomanie supposée. Il faut avoir le cuir très épais pour endurer une interview avec Howard Stern. Autrement, il ne fait qu'une bouchée de vous. La cocaïne permet à la dopamine, un stimulant émotionnel, de s'accumuler dans les synapses du cerveau, ce qui entraîne l'euphorie communément ressentie aussitôt après la prise de cette drogue. La dépression est un symptôme possible de l'usage prolongé de cocaïne, car elle finit par induire une carence en ce neurotransmetteur qu'est la dopamine. Or, la dépression est une cause majeure de pensées suicidaires. Je dois en savoir plus sur la cocaïnomanie supposée de Dana. Alors qu'elle est âgée d'une vingtaine d'années, Dana commence à consommer de la cocaïne après son renvoi d'Arnold et Willie.
On prenait de la cocaïne ensemble parce que j'en consommais encore à l'époque et elle aussi. On essayait tous les deux de faire taire les émotions auxquelles on était confrontés sans savoir comment on devait s'y prendre. Au cours des 10 années suivantes, la consommation de cocaïne de Dana continue de défrayer la chronique, entraînant un cercle vicieux. On a une situation où les attaques de la presse à son encontre la dépriment à tel point qu'elle a recours à l'automédication, ce qui la pousse à faire des mauvais choix. La presse apprend ces mauvais choix et les révèle au public, ce qui l'enfonce un peu plus dans une déprime dont elle tente de sortir par l'automédication. C'est une spirale délétère dont elle ne peut pas se libérer. Personne ne lui a jamais présenté une manière plus saine de faire face et de repartir du bon pied. Elle en est venue à jouer dans des films de série B, à apparaître dans un magazine de charme, à tourner dans des films érotiques. Tout ce qu'on associe généralement à une carrière et à une vie qui partent en roue libre. Et où qu'aille Dana, les rumeurs de cocaïnomanie la poursuivent. 7 mai 1999, New York, au studio de l'émission radio de Howard Stern, à la veille de la mort de Dana. Je l'ai supplié de renoncer. Je lui ai dit que cette émission n'était pas faite pour quelqu'un d'aussi sensible qu'elle. Avide de révélations, Howard Stern se montre d'emblée inquisiteur envers Dana, à qui il demande si elle prend des drogues ou d'autres substances. La jeune femme dit ne plus consommer de drogue et d'alcool depuis 10 ans et rejette les rumeurs selon lesquelles elle aurait pris de la cocaïne et du crack. À l'antenne, elle a tout nié en bloc. Elle a affirmé n'avoir jamais touché à la cocaïne, ni à rien de ce genre. Mais quand les auditeurs ont pris la parole, ils l'ont massacrée. Dana admet avoir récemment pris des drogues sur ordonnance pour l'extraction d'une dent de sagesse. Howard veut toute la vérité, et elle n'a pas tout dit. Ce n'est pas tant Howard Stern que ses fans qui sont de véritables monstres. Si vous mentez, ils le savent. La parole est donnée aux auditeurs qui mettent en doute ses propos. Ces gens savaient pertinemment qu'elle n'était pas honnête dans ses réponses. Ils l'ont accusée de mentir sur ses 10 années d'abstinence. Ils lui ont dit ses 4 vérités. Et quand on est un être aussi fragile que Dana, c'est une épreuve très corrosive. L'un des auditeurs en ligne exhorte Stern à évacuer Dana du studio, qualifiant l'actrice d'ex-toxico et d'ex-tolarde mentalement instable. Elle s'était jetée dans la gueule du loup, elle semblait de plus en plus mal à l'antenne. Quand Dana m'a appelé pour savoir comment elle était, je lui ai dit qu'elle était super. On s'en était pris à elle durant la majeure partie de sa vie d'adulte. On l'avait traitée de ratée, de droguée, d'actrice porno. Sachant ce qu'elle avait déjà surmonté, je ne pense pas que ce qu'il s'est passé dans l'émission de Howard Stern ait pu l'affecter au point de la pousser au suicide. Dana avait une personnalité à fleur de peau. Elle était si fragile qu'elle avait le plus grand mal à affronter les commentaires négatifs à son égard. Je vois que les 36 dernières heures de la vie de Dana l'ont laissée dans un état de vulnérabilité. Elle aurait pu être tentée de trouver refuge dans les narcotiques, mais en dépit de la mise en évidence dans son sang du métabolite de la cocaïne, la benzoylekgonine, ses urines ont été testées négatives à la présence de cocaïne. Donc elle n'a pas consommé cette drogue durant les dernières heures de sa vie. Mais Dana, en ayant pris durant la majeure partie de sa vie d'adulte, je ne peux pas écarter la cocaïne des facteurs ayant conduit à sa mort. J'ai aussi trouvé d'autres preuves indiquant qu'elle avait pris un antidouleur à base d'opium, ce qui pourrait répondre à cette question. Dana Plato a-t-elle réellement voulu mettre fin à ses jours? Médecin légiste de renommée mondiale, le Dr Michael Hunter analyse les données médico-légales se rapportant au supposé suicide de l'actrice d'Arnold et Willy, Dana Plato. Au fil de mes recherches pour établir si Dana Plato s'est véritablement suicidée, j'ai découvert que son organisme contenait des traces de composés chimiques associés à la cocaïne et au diazépam.
Son rapport toxicologique contient de nombreuses autres informations. Et je vois qu'une autre substance a pu jouer un rôle significatif, l'hydrocodone, un antidouleur sur ordonnance. L'hydrocodone appartient à une catégorie de médicaments qu'on appelle les opioïdes. Il fonctionne en se fixant sur des récepteurs spécifiques du cerveau contrôlant la douleur et les émotions. Mais pourquoi Dana prenait-elle cette substance? Et quel impact a-t-elle eu sur son psychisme? 8 mai 1999, Moore dans l'Oklahoma, le week-end de la fête des mères. Dans moins de 9 heures, Dana sera morte. L'émission de Howard Stern a eu lieu la veille. Dana a été récupérée à l'aéroport par son fiancé, Robert Menchaca, qui l'emmène chez sa propre mère, Marcella. Elle m'a dit qu'elle allait dans l'Oklahoma pour la fête des mères. À cette occasion, Dana a prévu le lendemain d'appeler Tyler, son fils de 14 ans, qu'elle a hâte de revoir. Mais d'abord, elle veut passer un moment seule. Elle se sent fatiguée. Et comme elle a décidé de se reposer dans le camping-car, elle prend tout un cocktail de médicaments pour fermer l'œil. Elle prend de l'hydrocodone. Au dire de Dana, ce puissant antidouleur lui a été prescrit suite à l'extraction récente d'une dent de sagesse. L'hydrocodone est souvent prescrit pour soulager la douleur en cas de blessure ou d'opération. Une perte des repères et un ralentissement de la respiration font partie des effets secondaires ayant pu jouer sur les dernières heures de Dana. Cet après-midi-là, après avoir ingéré les médicaments, Dana se met au lit. Les émotions accumulées durant les 36 dernières heures se font sentir. Compte tenu de ce qu'elle a vécu dans l'émission de radio de Howard Stern, Dana a dû ressentir un certain vide, mais aussi un profond désespoir. N'oublions pas que pour elle, il était fondamental de se sentir acceptée, comme si elle avait eu besoin de la validation des autres pour s'accepter elle-même. Plus tard dans l'après-midi, Robert, le petit ami de Dana, la rejoint dans le camping-car. La peau de Dana était froide et moite. Robert l'a recouverte avec un édredon. Ensuite, il s'est couché à côté d'elle. Selon ce qu'a déclaré Robert Menchaca, Dana était déjà froide et en sueur. Cela pourrait indiquer une baisse de tension et une respiration ralentie. L'organisme de Dana contient déjà un mélange d'hydrocodone et de diazépam, ce qui est susceptible d'avoir dangereusement ralenti sa respiration et augmenté son risque de perdre connaissance. À 20h30 passées, Robert se réveille après avoir dormi à côté de Dana. Il remarque que Dana ne respire pas. Elle est inerte et sa peau est froide au toucher. Dana! 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 Elle a du vomi à la commissure des lèvres. Robert crie pour alerter sa mère. Maman! 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 Maman, Dana ne respire plus! Marcella Menchaca travaille comme aide-soignante. Elle fait tout son possible pour sauver Dana en pratiquant sur elle des compressions thoraciques et des insufflations. Je vous écoute. Je suis au domicile de mes parents, sur Nottingham Way. On est avec Dana Plato, elle ne respire plus. On essaie de la ranimer, mais elle ne réagit pas. Elle n'a pas de pouls, rien. Les secouristes ne tardent pas à arriver sur place, mais Dana est déjà inconsciente et elle ne respire pas. L'ambulance emmène Dana au centre médical Southwest d'Oklahoma City, situé non loin de là. Son décès est prononcé à son arrivée à l'hôpital à 21h30. Dana Plato, star de la télévision à 12 ans, est décédée samedi d'une surdose médicamenteuse.
La nouvelle de la mort de Dana a eu un effet dévastateur sur moi. Elle illuminait la vie de tout le monde autour d'elle. Mais au bout du compte, toutes ces épreuves ont fini par avoir raison d'elle. Sa mort m'a brisé le cœur. Ça reste dur pour moi. Son décès m'a bouleversé. Ça m'a fait une peine immense de la perdre. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup dans ma vie, mais elle n'avait pas la moindre idée du nombre de gens qui l'aimaient. Le lendemain de la mort de Dana, le jour de la fête des mères, le pauvre Tyler a passé des heures à côté du téléphone à attendre que sa maman l'appelle. Mais le téléphone n'a pas sonné. Elle n'aurait pas dû mourir de cette façon. Les rumeurs vont bon train et la mort de Dana ne tarde pas à interroger. Pour les autorités, la mort de Dana Plato serait accidentelle. Au cours des 48 premières heures, les commentateurs qualifient sa mort non pas de suicide, mais de surdose accidentelle. Tout porte à croire que son décès est lié à une surdose médicamenteuse accidentelle. Au moment de la mort de Dana, les médias ont qualifié sa mort de surdose accidentelle due à la prise simultanée d'hydrocodone et de diazépam. Ce mélange toxique peut en effet ralentir la respiration. Et les effets conjugués de ces deux médicaments ont provoqué de nombreuses overdoses mortelles. Dana a dit prendre de l'hydrocodone en tant qu'antidouleur suite à l'extraction d'une dent de sagesse. Mais cette substance est parfois associée à d'autres médicaments pour créer une euphorie récréative. Donc il est possible que sous l'emprise de ces substances, Dana ait fait une surdose accidentelle. Et le rapport toxicologique m'a appris autre chose. Les découvertes du Dr Hunter apporteront-elles un éclairage nouveau sur la dernière soirée de Dana Plato? La mort de Dana Plato est officiellement un suicide, mais certains pensent qu'il s'agissait d'un accident. Je savais déjà que cette femme de 34 ans avait ingéré un mélange d'hydrocodone et de diazépam, mais je me suis rendu compte que son organisme contenait aussi une autre substance, du carisoprodol. Cela expliquerait-il pourquoi sa mort a été qualifiée de suicide? Quelques heures avant de perdre connaissance dans le camping-car, Dana a pris des comprimés contenant du carisoprodol, en plus des autres médicaments déjà présents dans son organisme. Le carisoprodol est un médicament sur ordonnance qui ralentit l'activité cérébrale et permet un relâchement musculaire. Mais pour savoir avec certitude si Dana a délibérément ingéré ce cocktail toxique dans l'intention de mettre fin à ses jours, ou bien si elle l'a fait pour un autre motif, il faut établir dans quel état mental elle se trouvait. La fouille du camping-car par la police au cours des heures suivant la mort de Dana ne fait apparaître aucun mot d'adieu. Pour beaucoup, l'idée qu'elle se serait suicidée est improbable. Je ne crois pas au suicide dans son cas. Ça ne me semble même pas envisageable. Dana avait toutes les raisons du monde de continuer à vivre. Sa carrière repartait et je ne pense pas qu'elle aurait abandonné Tyler. La décision du légiste de conclure à un suicide a dû se fonder sur des indices que la surdose de Dana était intentionnelle. On sait que sa mort a résulté d'un mélange toxique de carisoprodol et d'hydrocodone, ces deux substances étant présentes à des concentrations très élevées dans son sang. Mais à mes yeux, l'élément le plus révélateur est le contenu de son estomac. Je vois qu'il y restait l'équivalent de 7 grands comprimés de carisoprodol qu'elle n'avait pas digérés. C'est plus que la dose journalière recommandée qui s'ajoutait au carisoprodol présent dans son organisme. À un moment où sa respiration était déjà ralentie sous l'effet de l'hydrocodone et du diazépam qu'elle avait pris, cette concentration dangereuse de carisoprodol n'a fait que porter son hypoventilation à un niveau mortel. Le légiste a décrit une ingestion intentionnelle ayant conduit à une surdose aiguë, ce qui a sans doute joué un rôle majeur dans la qualification de sa mort en suicide. Mais pour moi, il reste à comprendre pourquoi Dana a pris ces substances. Je pense que c'était accidentel et qu'elle a seulement voulu fuir ce qu'elle endurait ce jour-là, en se disant qu'elle se réveillerait dans un autre état d'esprit le lendemain.
Je dois étudier la possibilité que Dana ait voulu se servir des médicaments pour avoir un moment d'évasion. Il s'avère que le mélange de carisoprodol, d'hydrocodone et de benzodiazépine est un cocktail euphorisant devenu très en vogue dans les années 1990, à tel point qu'on lui a même donné le nom de Sainte Trinité. Dana a-t-elle cherché à planer avec ce mélange de médicaments tout en se trouvant dans un trop grand état de confusion pour se rendre compte des quantités qu'elle prenait? Est-ce qu'elle a eu la main lourde? Sûrement. Selon moi, la fatigue a dû lui faire oublier ce qu'elle avait pris. Jamais je n'ai cru au suicide, et j'aurais aimé en faire plus pour m'opposer à cette version. Je comprends pourquoi le médecin légiste a conclu que la mort de Dana était un suicide. En effet, elle avait ingéré une quantité mortelle de médicaments en un laps de temps très court. Le verdict de l'autopsie a aussi été largement influencé par ses comportements suicidaires antérieurs, dont certains n'étaient pas connus de la presse. Mais si les agents de police qui ont recueilli des informations fiables auprès des témoins directs du drame se sont estimés en mesure de considérer ce décès comme une overdose accidentelle, c'est selon moi qu'il y a des raisons sérieuses de douter de la thèse du suicide. Dana n'avait laissé aucun mot expliquant son geste, et bon nombre de ses proches affirment qu'elle n'aurait jamais mis fin à ses jours. Si on ajoute à cela le fait que Dana, une femme connue depuis longtemps pour ses antécédents toxicomaniaques, a pris un cocktail de substances spécifiquement assimilées à une drogue récréative, la possibilité qu'elle ait commis une erreur fatale en ingérant des médicaments apparaît selon moi comme une hypothèse solide. En soupesant tous les éléments à ma disposition, j'en conclus qu'il est plus que probable que Dana soit morte en raison d'une surdose accidentelle plutôt qu'en voulant se tuer. Quelle que soit la réponse, le Dr Hunter pense avoir permis de mieux comprendre ce qu'il s'est passé dans l'organisme de Dana juste avant sa mort. Selon le rapport d'autopsie, la surdose médicamenteuse de Dana a causé un édème et une congestion pulmonaire. À mesure que les substances ingérées passaient dans son sang, sa respiration a ralenti. Son taux de CO2 a augmenté, celui de dioxygène a diminué, entraînant une défaillance de son cœur et de son cerveau. En conséquence, les poumons de Dana se sont remplis de liquide et son cœur a fini par cesser de battre, causant une défaillance de tous ses organes et enfin la mort. Dana n'avait plus aucun moyen de s'en sortir. Elle était aimée, adulée même. Elle avait une carrière, une famille. Et en un rien de temps, tout cela lui a été retiré. Et n'oublions pas qu'elle était très sensible à la manière dont on la considérait. Quand on devient si jeune un personnage public, on ne peut qu'avoir une perception exacerbée du regard des autres. Il était difficile pour Dana de se départir de l'image qui l'avait fait accéder à la célébrité. Et elle ne s'est jamais sentie autorisée à s'affirmer pour ce qu'elle était réellement. À mon sens, c'est l'un des aspects les plus tragiques de cette histoire. Son rire me manque, ses ricanements me manquent, ses blagues pas drôles me manquent. Quand je la voyais débarquer et qu'elle me disait « Todd !» en m'embrassant sur la joue, tout ça, ça me manque. Le jour où Dana nous a quittés, c'est un merveilleux papillon qui s'est envolé. Je me souviens très bien que le jour de sa commémoration funèbre, un papillon est descendu du ciel. Un papillon qui est venu se poser sur son urne funéraire. Je sais que c'était Dana.